Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous allons donc entamer le webinaire numéro 3 donc, dans notre série sur l'importance de l'entretien préventif dans la maintenance d'un réseau routier. Nous avons quelques consignes à suivre, s'il vous plaît. Donc, la première chose, c'est que vos micros seront coupés, de toute façon. Et vous aurez, pour poser vos questions, il y a un petit outil qui est marqué sur la droite, qui est marqué questions. Et les questions, donc, on répondra sur celles qui sont rapides, avec les différents orateurs. Et les questions de fond, on aura peut-être des réponses qui seront plus complètes, qui seront traitées donc plus tard. Sachez également que cette section est enregistrée et nous vous accueillons donc tous avec grand plaisir. Donc, nous allons regarder aujourd'hui les techniques d'entretien structurel. Nous avons commencé la dernière fois sur tout ce qui était superficiel. Là, donc, première chose, donc, ça va être la généralité sur les graves-émulsions. Donc, c'est Julien Buisson, qui est ingénieur technico-commercial CNGVT, qui présentera cette première partie. Puis Alain Béguin, qui est le directeur technique de SPI Batignolles Malais, présentera les bétons bitumineux à l'émulsion, BBE. Et Abdeltif Bekaya, qui est responsable commercial et développement pour l'Europe du Sud, l'Afrique et le Moyen-Orient chez Arkema, le retraitement en place à l'émulsion. Et Bruno Espinas, qui est du département du Puy-de-Dôme, qui est responsable du service chaussée, dépendance et environnement du conseil départemental du Puy-de-Dôme, présentera le retraitement en place tel qu'est utilisé dans le département du Puy-de-Dôme. Voilà, nous allons donc commencer par Julien Buisson, donc, qui va nous parler de la généralité et des graves émulsions. Bienvenue à toutes et à tous. Merci François pour cette introduction. Bonjour à tous et bienvenue à ce troisième webinaire. Comme ça a été donc déjà vu précédemment dans les deux premières sessions sur lesquelles on avait plutôt vu les techniques d'entretien superficielles, on va un peu plus se consacrer aujourd'hui donc sur du structurel. Donc on est plus sur du reprofilage et du rechargement avec donc effectivement gravé-émulsion GE, béton bitumineux à l'émulsion BBE et puis le retraitement en place à l'émulsion bien entendu. Alors pour vous donner un cadre un petit peu donc sur les enrobés à froid, donc c'est effectivement comme ça a été dit matériaux d'entretien préventif et ou curatifs qui sont particulièrement bien adaptés sur les chaussées souples pour tout type de trafic de T1 à T5, fabrication, application à froid. Donc je rentrerai en détail un peu plus tard là-dessus, avec un vrai atout environnemental à ce niveau-là, conformément effectivement aux engagements pris par la profession dans le cadre des différentes signatures de conventions prises au niveau des réductions de gaz à effet de serre, notamment. Les gravé-émulsions et les enrobés à froid, d'un point de vue général, finalement, c'est une longue histoire. En préparant ce webinaire, on a retrouvé cet article, effectivement, d'il y a presque un siècle, dans la RGRA, qui parle un peu des prémices de ce type d'enrobé. Bon, aujourd'hui, après un boom dans les années 2000, 90-2000, en fait, et de nombreuses collaborations, on arrive en 2022 avec des techniques relativement bien encadrées par des normes françaises, des normes européennes harmonisées, des guides techniques, des notes d'information, que ce soit sur les DREAM, voilà, de nombreux articles à travers la RGRA, au travers des congrès techniques ou autres, et puis bien entendu le livre de la sphère, le livre rouge de la sphère, qui fait la part belle effectivement à ces techniques-là. Pour vous donner une idée un petit peu du marché français, je vous ai redonné un peu quelques chiffres ici. Vous avez le petit camembert. Alors, il faut avoir en tête qu'en France, on fabrique tous les ans entre 40 et 45 millions de tonnes d'enrobés, que ce soit du chaud, du tiède ou du froid. Donc, vous voyez la répartition, c'est 80-82% d'enrobés à chaud, 10-12% d'enrobés tièdes qui sont apparus il y a une quinzaine d'années. Alors, donc les enrobés tièdes par abaissement de température, par kit mousse ou par additif chimique. Et puis, vous avez effectivement la partie enrobée à l'émulsion, qui ne représente finalement que 5%
d'étonnage. Donc, suivant les années, entre 1,5 million et 2 millions de tonnes fabriquées chaque année, ce qui nous laisse effectivement penser qu'il y a un fort potentiel de développement sur ces techniques-là, tout à fait en lien finalement avec les engagements de la profession qui s'est engagée à doubler d'ici 2030, à doubler les tonnages de ces techniques d'enrobage à froid. Alors, une approche économique, je vais passer très rapidement là-dessus, c'est quelques chiffres qui sont extraits finalement de la note d'information Hydrim qui a été largement commentée dans les 2 premiers webinaires. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est pas forcément les chiffres qui sont sans doute, qui devraient être révisés un petit peu à la hausse dû à effectivement l'explosion du coût de l'énergie et du coût des matières premières depuis quelques semaines, voire quelques mois. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir une ordre d'idée un petit peu de cette fourchette estimative. Bien entendu, je ne compare pas ici les différentes techniques entre elles, où chacune d'entre elles a ses propres objectifs, ses propres rendus, ses propres qualités de service, durée de vie, etc., etc. Un point que je souhaitais évoquer avec vous, effectivement, on en a parlé, le plus environnemental des techniques à froid au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, je vous ai repris un petit tableau. C'est extrait d'un gros travail qui a été fait par Route de France et qui nous donne effectivement le PRG, donc le pouvoir de réchauffement global, dit autrement, entre autres les émissions de gaz à effet de serre en CO2 équivalent. Vous avez la comparaison entre une tonne de BBSG sortie usine, donc une tonne à chaud, versus une tonne de BBE sortie usine. On voit qu'en gros, c'est plus de 30% d'économie de CO2. Et si on prend la deuxième ligne, sur laquelle on compare une tonne de grave bitume avec une tonne de grave émulsion, là encore, c'est 35% d'économie au niveau des émissions de gaz à effet de serre, enfin des émissions de CO2 équivalentes. Donc il y a un réel avantage, un réel atout sur ces techniques-là, notamment dans le cadre effectivement des différents engagements et des différents objectifs en termes de réduction de gaz à effet de serre. Donc une fois que je vous ai fait cette introduction et ces quelques généralités, je vais rentrer un peu dans le détail des graves émulsions. Une grave émulsion, c'est quoi? C'est ni plus ni moins une émulsion de bitume, un matériau granulaire, de l'eau d'apport, le tout mélangé à froid dans une centrale de malaissage à froid. Quand j'ai dit ça, j'ai tout dit et puis j'ai à la fois rien dit, donc je vais rentrer un petit peu dans le détail. Une émulsion de bitume, en gros 5 à 7%, suivant la formulation envisagée, de l'eau d'apport, pareil, 1 à 5%. Et puis le complément, c'est le mélange granulaire, qui peut être des granulats vierges avec éventuellement des recyclés, donc des agrégats d'enrobés. Donc je l'ai dit, technique d'entretien préventif, donc correction plus ou moins importante des déformations suivant les épaisseurs, ou alors si on est en couche d'assises sur des techniques structurantes, pardon, des taux de recyclés de 50 à 100%, donc suivant le type de GE qui sont couramment admis sans aucun problème. Pas de fluage, pas de risque d'ornirage, parce que c'est dû à un mastic effectivement qui enchasse relativement bien les gravillons. Pas nécessité d'avoir une couche d'accrochage avant application de la grave émulsion. Et puis, qui peut s'appliquer, je l'ai dit, sur tout type de trafic, de modéré à fort, avec des méthodes de dimensionnement qui étaient jusqu'à présent plutôt empiriques, et sur lequel, on le verra tout à l'heure, il y a beaucoup de travaux et de collaborations qui sont en cours pour avoir des méthodes de dimensionnement un petit peu plus scientifiques. Donc les domaines d'emploi, géotype R ou S, donc R pour du reprofilage avec des réparations localisées, S pour du structurante en couche d'assises. Donc évidemment, vous avez le premier petit tableau qui va vous donner des différences au niveau de la granularité et puis forcément au niveau de l'épaisseur d'emploi de ces deux graves émulsions. Et puis le petit tableau du bas vous redonne un petit peu les différents types de trafic sur lesquels on peut venir appliquer effectivement ces enrobés. Alors les intérêts, j'ai commencé à en parler, mais dans l'idée des fabrications à froid, donc à base d'émulsion de bitume, donc je rappelle pour ceux qui ne seraient pas forcément familiers avec ça, une émulsion de bitume, c'est une dispersion de bitume, une dispersion de liant dans une phase aqueuse par le biais d'un émulsifiant, donc ça c'est une fabrication à froid. Une latitude de mise en œuvre, donc ça c'est des techniques qui sont relativement maniables et stockables, alors bien évidemment suivant les conditions, suivant la formulation et autres, mais c'est voilà, c'est un matériau vivant de plusieurs jours à plusieurs semaines, sans aucun problème. Une mise en œuvre à température ambiante. Une utilisation de type R ou S sur tout type de trafic, je l'ai déjà dit, très favorable au recyclage, de 0 à 100% au niveau des agrégats d'enrobés, sans aucun problème. Et puis le fait que ça soit
que ça soit une technique à froid, ça a 3 atouts très intéressants. L'atout environnemental, j'en ai parlé, les moindres émissions de gaz à effet de serre, bien entendu. L'atout économique, forcément, le fait d'être une technique à froid, de ne pas avoir à chauffer, on fait des économies d'énergie. Et quand on sait aujourd'hui, depuis quelques semaines, l'explosion du coût de l'énergie, que ce soit en élec, en fuel ou en gaz nat, c'est un vrai plus. Et puis, quelque chose qui ne nous vient pas forcément en tête directement, mais qui est quand même pas négligeable, c'est l'atout sanitaire, avec effectivement le fait de fabriquer, d'appliquer des enrobés qui n'ont absolument pas de fumée, absolument pas de vapeur. Les études de formulation en laboratoire préalables finalement à la fabrication et à l'application, bon, c'est des études assez simples, hein, enrobage et aspect. Ce qu'on va regarder, c'est le choix des composants, la composition granulaire, les teneurs en eau, en liant, etc., pour avoir une bonne maniabilité, une bonne montée en cohésion et puis un bon enrobage. Ça va être complété derrière finalement par l'aptitude au compactage, donc c'est les CAPCG, hein, la phase acide giratoire. Et puis ensuite, on regardera effectivement les caractéristiques mécaniques partenues à l'eau avec l'essai d'Uriez pour voir un petit peu comment se comporte un petit peu la grave et le comportement évolutif avec le mûrissement et la montée en cohésion pour obtenir finalement quelque chose d'une caractéristique viscoélastique proche d'un enrobage chaud classique. La fabrication, je vais passer rapidement, mais en gros, c'est des usines fixo-mobiles continues ou non, qui sont conformes à une norme, la norme en vigueur, donc ça voilà, avec des fabrications dans des centrales à froid, j'en ai déjà parlé, je passe très rapidement là-dessus. La mise en œuvre, alors ce qui est extrêmement intéressant là-dessus, c'est qu'effectivement, suivant les volumes et suivant les moyens, on peut très facilement venir appliquer de la gravémulsion. Et c'est des techniques qui sont accessibles finalement à un petit peu tout type d'entreprise, que ce soit la plus petite PME au major. Alors pour ne citer que quelques engins, vous avez la minipelle, le tracteur, le FIR, donc le finisseur d'intervention rapide, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la petite photo en haut à droite. Là, il y a beaucoup de conseils départementaux qui utilisent ce genre d'engin. Et puis après, vous avez la niveleuse qui est, alors j'ai pas les chiffres, hein, mais qui est à mon sens, je pense, l'engin le plus utilisé pour de l'application de la grave type R. Et puis quand on fait des choses un petit peu plus importantes, on peut très bien envisager d'utiliser un finisseur pleine largeur tel que la photo que vous avez en bas à droite, par exemple. Alors, il y a un petit point de vigilance quand même à avoir sur les gravémulsions, c'est le mûrissement. Alors, le mûrissement de gravémulsion, c'est quoi? C'est la montée en cohésion du mélange, c'est ni plus ni moins que le départ de l'eau. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, gravémulsion, c'est un mélange avec de l'eau d'apport et puis l'eau de l'émulsion qui doit être chassée et qui doit partir. Donc, effectivement, il y a différents paramètres qui vont influencer sur le mûrissement et cette montée en cohésion. Bien entendu, la température et l'humidité, suivant la période de réalisation de la gravémulsion. Vous doutez bien que si on applique ça au mois de mars ou en plein cagnard au mois de juillet par 45 degrés, on n'a pas tout à fait les mêmes cinétiques de départ de l'eau. Le délai d'attente avant la réalisation d'une couche de roulement, bien évidemment, les épaisseurs mises en œuvre, une GE type RA0 ou une GE structurante en 15 cm, forcément l'eau ne va pas avoir tendance à partir de la même façon. Le niveau de compactage, la composition intrinsèque du mélange, donc de la GE, hein, suivant effectivement les teneurs en eau et teneurs en émulsion que l'on peut avoir, et puis les modalités de réalisation de l'enduit. Donc tout ça nous amène à dire qu'en fait, pour appréhender un petit peu ces phénomènes, il y a eu de nombreuses collaborations labo finalement entre le RST puis Route de France par différentes études labo, et puis il y a même des thèses Route de France en cours, effectivement, pour appréhender, pour modéliser le comportement et la montée en cohésion, le comportement de mûrissement de ces gravémulsions. Tout ça m'amène à passer la main à Alain Béguin qui va vous parler un petit peu plus en détail effectivement de ces collaborations et coopérations publiques-privées, notamment sur les gravémulsions. Merci Julien. Bonjour à tous. Je voudrais passer à la slide suivante, on n'y arrive pas. Si, ça y est. Donc, effectivement, c'est bon, merci. Effectivement, je vais vous parler des initiatives qui ont été prises dans le secteur par les acteurs publics et privés de la profession, notamment cette coopération qui a duré entre 2006 et 2011, qui consistait à suivre des chantiers in situ qui ont été instrumentés
qui ont été suivis par des déflexions. C'est en train de s'emballer là, par des mesures de déflexion, des carottages, des mesures de modules au cours du temps. Donc, ce que vous pouvez voir ici, c'est que toutes les régions sont concernées. On en a à Toulouse, on en a à côté de Rennes, on en a en Haute-Loire. Ce que je voulais surtout insister sur le fait que ça fait un retour d'expérience qui est très intéressant. 10 ans après, ou plus pour certaines. Bon, il y a certaines de ces expérimentations qui ont été recouvertes depuis. Alors, pour l'occasion, pour le besoin de l'expérimentation, la grave émulsion n'avait pas été recouverte dans un premier temps. J'insiste bien sur le fait que c'est vraiment pour les besoins d'expérimentation. Elles le sont de façon générale. Donc, on peut voir que si les 2 premiers chantiers ont été recouverts depuis, on en a un là qui a 10 ans d'âge et pour lequel tout est à rendez-vous, la texture, l'uni, la cohésion, ils sont au rendez-vous. Ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'il y avait un gros effort au niveau expérimental, au niveau laboratoire, qui a été mené en parallèle justement pour appréhender ce dont vient de parler Julien, ce mûrissement et la plupart des essais spécifiques dédiés à l'étude de ces graves émulsions. Sur la base de ces initiatives, il y a eu d'autres initiatives plus locales qui ont été menées. Je ne vais pas vous parler de résultats, mais je voulais insister sur ces initiatives. Ici, par exemple, avec le conseil départemental de Gironde, sur des graves émulsions structurantes, on est sur un trafic TC3. L'idée, c'était de comparer une grave bitume en 16 cm par rapport à une grave émulsion en 16 cm également. Donc, tout ça recouvert d'une couche de roulement. Instrumenté également, donc 1,4 million de polos. Il y avait d'autres structures qui étaient comparées à côté. D'autres planches expérimentales, il y a aussi cette grave émulsion sous trafic T0, donc on est en dehors du domaine d'application habituel des graves émulsions. Donc là, on est dans l'ouest, en Bretagne, avec la Dire Ouest et le CEREMA Ouest de Saint-Brieuc. Donc là aussi, une comparaison entre une planche grave bitume 0,14 en 11 plus 10 cm, donc 21 en tout, et une grave émulsion de même épaisseur. Il y avait une 3e planche dite fusible, qui a été d'ailleurs recouverte depuis, remplacée même. Des planches encore une fois instrumentées, des modules de rigidité qui ont été suivis, des déformations longitudinales au passage du déflecto. Voilà. Et les 2 planches de référence 1 et 2 sont toujours en cours d'exploitation et en cours de suivi. Ensuite, on a des expérimentations qui ont été menées sous FABAC, la machine FABAC, un simulateur de trafic. Là aussi, une référence en 8 cm comparée à une grave émulsion en 9 cm, un BBM de 4 cm. Donc des mesures, vous pouvez voir SWD, des mesures poutre de Benkelman, des carottages, mesures de renierage sur les couches de surface. Donc après plus d'1 million de cycles chacune, elles ont été déconstruites et on a pu voir le faciès de rupture. Donc il y a vraiment un retour d'expérience très très intéressant qu'on peut sortir de l'ensemble de ces expérimentations. Hein. Comme celle-ci aussi en dessous, là 3 planches qui sont comparées en grave bitume 8 cm, une grave émulsion 8 cm et puis une autre grave émulsion un petit peu sous-dimensionnée à 6 cm. Le tout recouvert d'un béton bitumineux à émulsion, j'en parlerai après. Donc là encore, c'est très intéressant. J'en ferai d'ailleurs un exemple de comparaison SEV de ce chantier. Encore une fois, une instrumentation. Tout ça pour dire qu'il y a vraiment on a vraiment capitalisé sur l'ensemble de ces expérimentations. On va continuer d'ailleurs à travailler et essayer de partager toutes ces informations. Il y a vraiment une connaissance de ces graves émulsions qui a été boostée ces dernières années par toutes ces coopérations. Et la coopération dont je vous parlais, donc public-privé du démarrage, elle a abouti sur des thèses en fait, des travaux de thèse qui ont été menés conjointement par l'Université Gustave Eiffel, le laboratoire GC2D et Route de France, donc et qui amène progressivement vers un dimensionnement un peu plus cadré de ces graves émulsions. Bon, le dimensionnement, il existe à travers le guide du dimensionnement pour chaussée à faible trafic, mais il est assez incomplet. Les thèses ici, sans trop rentrer dans les détails et sans être trop restrictif par rapport à un travail de thèse qui est quand même très conséquent, on arrive à prendre en compte les comportements des graves émulsions qui d'abord sont non liés, avec un modèle élastique non linéaire, et on arrive ensuite à un modèle qui ressemble à un enrobé bitumineux. Donc là, on est sur des modèles viscoélastiques, des lois de comportement viscoélastique qui ont été reprises ensuite donc dans un premier temps par Marion Lambert, ensuite par Amélie Thirier.
qui a développé un essai de caractérisation de l'état frais à l'état mûri. Et ce qui est intéressant, encore une fois, c'est la corrélation qu'on peut faire entre ces comportements théoriques et expérimentaux. Et là, aujourd'hui, il y a des planches que vous pouvez voir sur le petit schéma en bas à droite qui sont testées, qui vont être testées sous le simulateur de trafic FABAC, démonstrateur, donc à différentes épaisseurs, différentes formules, certaines recouvertes par une couche de roulement, d'autres non. Voilà, ça va faire l'objet d'un postdoc qui va être mené d'ailleurs toujours par Amélie Thérier, toujours sous l'égide de Route de France et de l'Université Gustave Eiffel. Voilà pour les graves émulsions. Moi, je vais vous parler aussi des bétons bitumineux à l'émulsion. Déjà, pour vous, donc on est bien sur une couche de roulement cette fois. Hein, il faut vraiment faire la différence entre la grave émulsion qui est structurée et le BBE qui lui est une couche de roulement. Donc il en existe deux types selon la norme en vigueur. Plutôt pour un entretien de surface avec des couches minces et très minces et des trafics assez modérés, hein, T3, 150 poids lourds. Et quand on recherche des propriétés mécaniques, on recherche du gain structurel, on cherche des épaisseurs qui peuvent être variables d'ailleurs, hein, on peut faire du reprofilage en même temps que gagner en épaisseur et faire une couche de roulement. Là, on est sur des BBE de type T2. Que je reprends ici, hein, un tableau identique à celui que vous a préparé pour présenter Julien, donc par type 1, type 2, très mince, ou plus ou moins épais. Vous pouvez voir toutes les catégories de trafic auxquelles peuvent être appliqués ces différents types de BBE. Donc ce sont évidemment bien adaptés pour réparer les chaussées souples, et en dehors de ces catégories de trafic, on peut surtout comment dire, voir que pour une grosse partie du réseau routier actuel, on peut remplacer les techniques à chaud et techniques tièdes par ce type de technique à froid. Et voilà. Concernant ces techniques, je reviens sur les avantages environnementaux indéniables qu'a présenté Julien dans ses généralités de la grave émulsion, donc toujours par rapport aux économies d'énergie, bien sûr, mais aussi aux économies de matériaux. Et j'insiste une nouvelle fois sur le fait que dans ces matériaux, on peut mettre jusqu'à 100% d'agrégat enrobé. Les applications rapidement, donc les applications en pleine largeur ou en demi-largeur, le joint ne pose pas de problème, froid sur froid, ça ne pose pas de problème. Je reviens sur la durabilité de ces chantiers. Ici, on a des chantiers qui ont été réalisés en 2004-2005, qui ont fait l'objet d'un retour dans la RGRA en janvier 2011, donc on pourra vous donner les références pour voir un petit peu ces trafics. C'est quand même des expertises des entreprises qui datent quand même d'assez longtemps. Donc, les entreprises sont prêtes, les entreprises savent faire ce genre de couches de roulement à froid. Donc, il y a vraiment une expertise accrue là-dessus. Le domaine particulier, c'est évidemment les voies communales, hein, même les traversées de villages. C'est principalement, mais on a vraiment un réseau assez important qui peuvent être concernés par ce type de couche de roulement en béton bitumineux à émulsion. Quelques exemples ici, divers et variés, dans diverses régions, à côté de Toulouse, encore en Gironde, en montagne, zone montagneuse, avec différents types de granulats. À droite, 100% d'agrégat enrobé dans une zone montagneuse, des épaisseurs en général entre 4 et 5 cm. Voilà, pas mal d'expertise, pas mal d'expériences très réussies qui datent de 2013, 2017, 2017 là. Plus récemment, ici sur un trafic T3, sur un RD, un BB010 avec le conseil départemental de 81 à Vimur, donc une mise en œuvre en 2011, un suivi en 2021 qui montre quand même qu'il y a un état très satisfaisant 10 ans après. Donc c'est vraiment des expertises très satisfaisantes. Un petit exemple un peu atypique, on peut aussi le faire en milieu urbain, donc un BB010 ici à Auch en 5 cm, proche d'une zone de lotissement. Bon, c'est pas forcément la zone privilégiée pour ce type de couche de roulement. Il faut faire attention au très jeune âge d'une manière générale. Il faut être très vigilant par rapport au très jeune âge, mais dès lors que ça a pris quelques jours de mûrissement, on est vraiment sur des techniques qui sont identiques à celles des enrobés à froid. Ici, un BB06 à Auch dans une impasse.
Je reviens également voilà, sur cet exemple dont je vous ai parlé précédemment, donc une grave émulsion 8 cm et un BBE de 4 cm. Donc là, la question du mûrissement se pose. À quel moment on met une couche de roulement sur une grave émulsion? À quel moment par rapport au mûrissement? Ici, dans cet exemple, ça a été 3 semaines, mais c'est pas gravé dans le marbre. On peut imaginer plus court. On peut imaginer, ça dépend vraiment des conditions météo, bien sûr. Et ensuite, il y a le mûrissement de la couche de roulement en elle-même. Je vous l'ai dit, ce sont des techniques qui sont fragiles au jaunage. Il faut éviter les contraintes en cisaillement, mais dès lors elles sont remises, on peut les remettre au trafic tout de suite après la réalisation des chantiers pour des roulages en ligne droite. Et le mûrissement pour une couche de roulement est beaucoup plus rapide que pour une couche de grave émulsion. D'abord parce qu'on a des épaisseurs moindres, ensuite parce qu'on est en surface. Donc voilà, très important quand même cette période de mûrissement et cette période de jeûnage, mais ensuite le comportement est très satisfaisant. Ici, une petite expérimentation qui a été menée pour tester l'orgnirage, toujours avec un simulateur de trafic pour voir que la résistance au orgnirage de ces techniques, bon, c'est très peu sensible à la déformation permanente. Ici, on l'avait fait avec le laboratoire GC2D d'Égleton. Et je termine sur un exemple que je vous ai cité avec des graves émulsions et des graves bitumes en comparaison, et puis un BBE sur la couche de roulement. Donc, vous avez trois cas. On a comparé ça aussi à une solution 100% chaud, grave bitume BBSG, solution de référence grave bitume plus BBE, et la solution testée, grave émulsion plus BBE. Donc, vous pouvez voir, sans rentrer dans les détails, les résultats qui ici. Évidemment, ce qui nous fait gagner beaucoup que ce soit en énergie ou en gaz à effet de serre, c'est l'utilisation de 100% d'agrégats dans les couches de grave émulsion. Je vais laisser maintenant la parole à Abdeltif pour le traitement. Oui. Nous avons plusieurs questions sur lesquelles tu peux répondre. Une première question, c'est de connaître quel est le module des graves émulsions qui sont utilisés dans le dimensionnement. On est sur de graves émulsions, je n'ai pas ça forcément, en tête ici, mais d'après la norme Abdeltif, tu sais, tu as pas le micro. Il y a deux niveaux, 1500 ou 2500. Ouais, c'est un peu de grandeur. Une deuxième question, c'est par rapport à la teneur en HAP pour les utilisations. La teneur en HAP, ouais, donc en fait, justement, dans les agrégats enrobés pour les techniques à froid, on peut se permettre d'avoir des teneurs en HAP un peu plus importantes que celles des techniques pour les techniques à chaud. On est jusqu'à 500, on a un facteur 10 là, on peut se permettre la norme permet d'utiliser des teneurs en HAP plus importantes. La dernière question, c'est l'introduction de taux d'agrégat élevés jusqu'à 100% ne modifie-t-elle pas le comportement des mélanges? Les études en cours portent-elles sur des taux d'agrégat différents? Alors, moi, j'ai toujours un peu la même réponse par rapport à ça. Je préfère mettre 100% d'agrégat enrobé que 30% d'agrégat enrobé. On est sur des techniques où ce qui est important, c'est la réactivité entre le minéral et l'émulsion. Si vous mettez des agrégats d'un côté, des granulats d'un côté, des agrégats enrobés, vous allez avoir deux réactivités différentes. Donc, ils ne vont pas être forcément faciles à gérer. La plupart des entreprises qui ont commencé à mettre, on n'est pas sur les techniques à chaud, donc les techniques à chaud, on a monté progressivement le taux d'introduction des agrégats enrobés. Ici, la plupart des entreprises qui se sont mis à mettre des agrégats enrobés dans les techniques à froid, on fait directement du 100% et le comportement il est identique. En fait, on a vraiment le même comportement. C'est pas le problème de la teneur en agrégat qui s'oppose. Une autre question, c'est quel est le type d'émulsion utilisé pour les bétons bitumineux à l'émulsion? Les émulsions à 60%. Ce qui est important, c'est de bien gérer la teneur en eau, donc des émulsions d'arrobage assez similaires à celles que l'on utilise pour les graves émulsions, mais qui sont testées par des essais de laboratoire d'arrobage, de mûrissement, qui nous permettent vraiment de gérer la bonne maniabilité pour avoir l'uni le plus satisfaisant possible et la montée en cohésion qui doit être la plus rapide possible en fonction des météos. Donc, c'est une formulation classique, je dirais à 60% de bitume généralement. Et une autre question, c'est la valeur de HCT, C10, C21 ne bloque-t-elle pas au-delà de 300?
Je ne sais pas répondre, donc... Déjà, je n'ai pas très bien compris la question et puis j'ai entendu la moitié de la question. La valeur de HCT, C10, C21, ne bloque-t-elle pas au-delà de 300? Je ne sais pas répondre à la question. Beltif, c'est ce que tu as. Pour moi, le HCT, c'est un... Enfin, je sais pas, c'est un ECF, donc je ne comprends pas non plus la question. On répondra par écrit à cette question-là. Question, c'est une différence entre un BBE et un MBCF, mais le MBCF, c'est principalement l'épaisseur, et un BBE est quand même plus structurel qu'un MBCF. Voilà. Merci Alain. Donc les autres questions seront répondues par écrit. Alain, c'est bon. Et maintenant, Abdel. Donc, je vais vous parler du retraitement en place à froid à l'émulsion de bitume. Donc, c'est une technique de réhabilitation des couches de surface. Elle traite les problèmes d'interface et elle apporte un renforcement structurel. Dans le principe, il s'agit au moment de l'opération de fraisage d'injecter dans la cloche de l'émulsion et de l'eau pour confectionner un nouvel enrobé qui va servir de nouvelle couche de base. Donc, le processus comporte plusieurs étapes. Tout d'abord, la fragmentation de l'ancienne chaussée, l'éventuel ajout d'un correcteur granulométrique ou de ciment. Ensuite, de l'eau et de l'émulsion, comme on le voit sur le schéma au moment du fraisage, qui sert aussi de malaxage. Ensuite, le matériau doit être réparti transversalement, soit à l'aide d'une table de finisseur, soit à l'aide d'une niveleuse, et il est compacté avec généralement un pneu et un cylindre, un enduit de scellement réalisé en fin de journée pour protéger la couche qui vient d'être recyclée, et puis après un certain mûrissement, donc au moins 15 jours généralement, il est possible d'appliquer la couche de roulement qui pourrait être un ECF ou un enrobé. Pour réaliser le retraitement en place à froid des enseignes chaussées, il faut s'appuyer sur un guide qui date de 2003 et qui donne tous les détails qui concernent le matériel, les spécifications d'études en laboratoire et le dimensionnement. J'arrive pas à passer les diapos. Voilà. Donc, il existe 3 classes de retraitement prévues par le guide du CETRA en fonction, en gros, de la proportion de matériaux déjà enrobés que l'on retraite. Donc, par exemple, sur votre droite, en classe 3, il s'agit de recycler des matériaux 100% enrobés. Comme ils sont déjà enrobés, on les décohésionne, mais on n'a pas besoin de rajouter une grande quantité de liant. Un maximum de 2% est suffisant. En gros, le dosage en émulsion, lui, est d'une émulsion à 60%, peut être compris entre 2 et 2,5. Ça permet d'atteindre les performances. Alors, le matériel est une partie très importante dans le recyclage et il existe de nombreux types d'ateliers de recyclage. En photo, ici, on a une machine intégrée. Alors, on dit que c'est une machine intégrée parce qu'elle comporte une table de finisseur qu'on voit sur la gauche. Au milieu, le rotor qui sert de fraisage et qui recycle les mélanges en même temps. Sur la droite, vous avez sur cette machine une trémie ciment pour réaliser ciment et chaud, pour réaliser du traitement mixte. Ce type de machine peut servir au recyclage en place ou tout simplement faire que du fraisage. Donc à l'image, vous voyez la machine en situation avec une cuve à eau et une cuve à émulsion qu'on appelle parfois biberon, qui alimente la machine en direct pour ajouter l'émulsion et l'eau et réaliser le mélange. Là, vous avez une autre machine avec un exemple de dosage.
Donc, l'eau d'apport, 2%, l'émulsion, 3,3%. Donc, ça, c'est une étude de laboratoire qui vient déterminer la quantité d'émulsion nécessaire pour atteindre les performances, une épaisseur de retraitement de 9 cm et un atelier de compactage qui comporte un pneu et un cylindre. Généralement, en technique à l'émulsion, en épaisseur, on aime bien avoir les deux types de malaxeurs sur chantier. Donc là, vous avez un autre type d'atelier. Sur la droite, les cuves à eau et à émulsion. Ensuite, la machine qui fragmente et malaxe. Elle laisse derrière elle un cordon qui est repris par un éleveur de cordon et un finisseur. Ici, une vue en gros plan de l'éleveur de cordon qui alimente le finisseur. Et sur la dernière photo, l'atelier de compactage, le cylindre, qui compacte le matériau derrière le finisseur. Là, un autre type d'atelier avec mise en œuvre à la niveleuse. Là, un autre type de machine, donc c'est un atelier compact de retraitement avec devant un porteur 8-4 qui est capable d'alimenter en émulsion et en eau. Donc il y a beaucoup de matériel et le choix de l'atelier se fait à l'aide du guide. Donc en fonction de la classe de retraitement et du trafic, ce guide permet d'orienter le choix du matériel en fonction de plusieurs critères. Les asservissements pour les dosages, le type de contrôle de l'épaisseur, la présence ou non d'une table de finisseur. En ce qui concerne les études et le dimensionnement, on peut s'appuyer sur la note 47 de l'IDRIM de septembre. Et donc, on voit par exemple que le retraitement à l'émulsion est parfaitement adapté aux chaussées faïencées ou qui comportent des fissures. Au niveau des études, quand on réalise du retraitement, en fait, on soigne une chaussée malade. Et pour soigner un malade, il faut réaliser un diagnostic et le bon. Donc, il faut d'abord ausculter, carotter, bien analyser les choses. Et ensuite, on peut démarrer les études qui, somme toute, sont assez classiques. Il s'agit de PCG et d'essai d'Uriez. C'est avec ça qu'on va choisir l'émulsion et ajuster le dosage en émulsion. Le recyclage en place à l'émulsion est aussi intégré dans le nouveau guide de diagnostic et de conception des renforcements de chaussée. Alors là, je vais citer simplement le guide. J'ai même indiqué la page 139 et donc il est indiqué que le recyclage en place doit être envisagé dans tous les cas afin d'optimiser le réemploi des matériaux en place chaque fois que cela s'avère possible. Vous avez dans ce guide des exemples de dimensionnement qui reprennent, enfin qui sont cohérents avec le guide de recyclage en place. Et on voit ici qu'un retraitement de classe 3, donc on a vu tout à l'heure que le classe 3, c'est quand on enrobe du frésa 100% enrobé, et bien on arrive à valoriser un module de 4000 MPa. Donc ça donne vraiment la possibilité de réaliser des variantes intéressantes. Alors, le recyclage en place à l'émulsion comporte quelques contraintes. Donc, il faut quand même que le support, le contexte, présente une portance suffisante pour supporter l'atelier et aussi les engins de compactage. Alors, c'est une technique qui n'aime pas trop les itinéraires avec beaucoup de sinuosité. Vous avez vu, c'est quand même un matériel encombrant, donc il ne peut pas très maniable. Et puis, dès qu'il commence à y avoir des bouches à clés, etc., ce n'est pas fait pour passer dans une machine de recyclage. C'est une technique à l'émulsion, donc on tient compte des conditions climatiques pour le mûrissement et il faut, après le recyclage en place, appliquer une couche de roulement qui peut être un enduit ou un enrobé, un BBSG par exemple. Le recyclage en place présente de nombreux avantages. Donc, il y avait une question qui est remontée un peu sur la teneur en HAP. Eh bien, on voit que pour les techniques à chaud, on a un seuil à 50. Pour les techniques à froid, ce seuil passe à 500. Donc, au lieu d'aller polluer une plateforme de recyclage, eh bien, il peut être intéressant de recycler en place une chaussée qui comporte des matériaux à teneur en HAP comprises entre 50 et 500.
Alors, les autres avantages, le principal, c'est quand même la préservation des ressources naturelles, puisque une chaussée qui est usée, on va laisser les matériaux, le granulat en place, et on va réutiliser ces matériaux sans les mettre en décharge. On économise aussi sur les coûts énergétiques. Les nuisances environnementales aussi sont réduites, la gêne à l'usager, et généralement, les coûts sont toujours réduits également. Qu'est-ce qu'on peut envisager en termes de gains environnemental? Si on prend un cas un petit peu extrême, avec, on imagine une chaussée faïencée, c'est la couche de roulement qui a souffert, au lieu de la raboter et de venir appliquer un BBHG en 6 cm, on peut réaliser un retraitement sur 7 cm avec application d'un bicouche. Donc dans ce cas-là, on est un peu avec les gains max, avec une économie en émission de GES de 60% et une économie de la ressource en granulat naturel de 80%. Donc maintenant, je vais vous présenter un cas plus réel. Donc là, il s'agit d'un chantier réalisé dans le Jura en 2021. Donc à la place d'un rabotage sur 17 cm et application d'une grave bitume et d'un BBHG, ce qui a été réalisé, c'est un retraitement plus l'application d'un BBHG. Au niveau gaz à effet de serre, l'économie a été de moins 34%. Vraiment, on est là pile poil sur les objectifs de la profession en termes d'émissions, de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Au niveau de la ressource naturelle, on économise ici 57%. Alors pour finir, c'est la dernière diapo. Quels sont les chiffres aujourd'hui? On peut voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Donc les surfaces ont été triplées en 8 ans, d'après le bilan environnemental de Route de France. Mais par contre, les surfaces sont faibles, 1 200 000 m². C'est pas énorme. Donc pour conclure, on peut dire que le recyclage en place à l'émission est une solution d'avenir maîtrisée aujourd'hui, totalement maîtrisée, et qui peut améliorer immédiatement notre bilan carbone. Voilà, c'était ma conclusion. Abdeltif, t'en vas pas. On a une question, c'est à partir de combien de mètres carrés cette technique est-elle intéressante? C'est une question d'entrepreneur, ça, pour les je pense que c'est au moins, faut compter au moins 5 000 m² ou des choses comme ça, mais Entre 10 et 15 000, c'est vrai. Ouais, okay. J'ai une petite expérience sur le retraitement en place. Okay. Après, je pense qu'on a vu qu'il y avait des ateliers légers aussi, donc peut-être que suivant le type d'atelier, les surfaces peuvent être plus ou moins importantes. Il y a beaucoup de questions là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser parler Bruno Espinas du conseil départemental Puy-de-Dôme et on répondra. Il y a beaucoup de questions sur les AE. On va essayer de faire un point complet juste après la présentation de Bruno Espinas du conseil départemental du Puy-de-Dôme. Merci Abdeltif. Merci François. Donc, je vais vous présenter un petit peu le réseau routier départemental du Puy-de-Dôme. Donc, notre réseau, j'ai pareil une difficulté pour passer les diapos. La souris, sinon, avec la souris. Ouais, j'essaye, ça ne fonctionne pas. Ah, ça y est, pardon. Donc, le département du Puy-de-Dôme, pour le situer, donc le département du Puy-de-Dôme se trouve dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, au centre de la France. Donc, notre département est l'un des plus grands réseaux de France en termes de linéaire, puisqu'on a pratiquement 7000 km de route, dont une spécificité 2000 km au-dessus de 800 mètres. Ce qui représente environ 40 millions de mètres carrés de revêtement à entretenir sur ce réseau. Donc, pour entretenir ce réseau, on a été obligé donc de hiérarchiser notre réseau en 4 catégories. Donc, on a 2000 km de réseaux dits structurants. Donc,
ces trois catégories. La première catégorie, la catégorie A, c'est les routes les plus importantes, c'est souvent des ex-routes nationales, qui sont des routes interdépartementales. Ensuite, on a les catégories B qui relient les grosses agglomérations. Ensuite, les catégories C qui relient tous les chefs-lieux de canton. Et enfin, on a 5000 km de réseau secondaire, donc qu'on appelle la catégorie D, qui dessert chaque commune et chaque village du département. Concernant les techniques, donc les graves-émulsions, le département du Puy-de-Dôme utilise cette technique depuis plus de 30 ans. Donc on l'utilise beaucoup en grave-émulsion de type R, donc de reprofilage qu'on met en œuvre quasiment systématiquement à la niveleuse. On travaille avec des travaux préparatoires à l'année N-1, voire N-2, avant de réaliser l'enduit superficiel d'usure qui va venir sur la grave-émulsion. Pour la durabilité de la grave, on accroche sur les supports maigres, c'est-à-dire quand on pose notre grave-émulsion, on fait une couche d'accrochage. Si notre support est riche ou ressuant, on évite de mettre cette couche d'accrochage. Par contre, on met un voile de scellement sur nos graves, puisque comme on les laisse passer 1 voire 2 hivers, et comme notre département est fortement raclé, déneigé, salé, on doit mettre un voile de scellement en attendant notre enduit superficiel. On réalise en moyenne 20 000 tonnes par an de grave-émulsion sur le département. Ensuite, sur les bétons bitumineux à l'émulsion, pareil, cette technique, on l'utilise depuis une quinzaine d'années. On utilise beaucoup donc, le BBE type 1 en couche de roulement. On fait les mises en œuvre systématiquement aux finisseurs en pleine largeur. C'est une technique à un gros intérêt économique, puisque on chauffe beaucoup moins les matériaux pour avoir le produit. Ce matériau nous permet de faire une couche de roulement et en même temps un renforcement qui correspond, on va dire, si on pouvait comparer entre une grave-émulsion plus un enduit superficiel d'usure dessus. L'avantage de la technique du BBE, on trouve en fait, c'est que le BBE a une durée de vie, on va dire, d'une dizaine d'années, et l'enduit superficiel va arriver environ autour de la 10e année. Donc, sur 2 renouvellements, on gagne un renouvellement. C'est-à-dire que l'enduit superficiel d'une grave-émulsion qu'on va faire 1 an après la grave-émulsion, quand on fait un BBE, on va faire l'enduit superficiel 10 ans après le BBE. Il existe plusieurs choix de BBE. Donc, on a des BBE à froid, complètement froid, où tous les matériaux sont à froid, et des matériaux où on fait un pré-laquage à chaud en centrale. Alors, l'avantage du BBE à froid nous permet d'être très, très bon d'un point de vue environnemental, puisqu'on chauffe très peu nos produits. On est très bon en économie de gaz à effet de serre. L'avantage du pré-laquage en centrale, donc un pré-laquage à chaud, c'est qu'on a un produit qui est un petit peu moins froid et qui nous permet de travailler quand on a des conditions météorologiques qui sont, on va dire, moyennes. La période de mise en œuvre optimum pour nous, en général, on démarre début mai et on essaye de finir fin juin, début juillet pour bien laisser passer juillet-août dessus, puisqu'on sait que le mûrissement, comme ont dit mes collègues avant, est important. Donc, plus on prend de la chaleur pour évacuer l'eau qui se trouve à l'intérieur de la grave-émulsion, plus on va avoir un produit qui aura mûri en sortie d'été, et ce qui nous permettra d'avoir un produit qui est plus fin et plus résistant sur toute la partie hivernale. On réalise en moyenne 12 000 tonnes par an, ce qui représente 13% de nos renforcements en enrobé, c'est-à-dire mélange enrobé chaud et enrobé froid. En 2021, donc l'an passé, on a voulu comparer avec Sève sur tous nos chantiers, et l'utilisation du BBE en lieu et place d'un BBSG à chaud nous a permis d'économiser environ 35% de gaz à effet de serre. Donc c'est très important d'un point de vue environnemental de travailler avec ces techniques à l'émulsion. En ce qui concerne le retraitement en place, donc pareil, le département utilise ces techniques depuis à peu près une vingtaine d'années. On a réalisé une quinzaine de chantiers. Donc, ces chantiers ont été réalisés et représentent environ 25 km de route. Donc, on est plus sur nos routes de catégorie C et de catégorie D. Donc, on a essayé différentes techniques de mise en œuvre. Donc, des mises en œuvre à l'émulsion, une au ciment et avec des régénérants, alors pétroliers ou biosourcés, et aussi des liants végétaux. Cette technique a un intérêt écologique important, puisqu'en fait, on ne ramène pas de matériaux, hormis l'eau ou l'émulsion ou
ou le régénérant. Donc en fait, c'est juste, comme on a vu tout à l'heure, une machine qui rabote complètement la chaussée existante. On lui réincorpore donc ce qu'on a besoin, donc ou l'émulsion ou le régénérant, on va dire, et ce qui nous permet de redonner une structure homogène à notre route dans un premier temps, ou alors, comme sur les dernières années, ce qu'on a essayé de faire, on a des routes qui sont très très hétérogènes d'un point de vue surface, où on a des difficultés à faire des enduits superficiels, puisqu'on va avoir des zones avec des pelades, des zones avec des ressuages, des zones voilà, complètement hétérogènes. On refait un retraitement là beaucoup moins profondément, sur 5-6 cm maximum, où on régénère l'émulsion déjà en place, puisqu'on est déjà très riche par rapport à nos ressuages, et on recrée une couche de roulement qui est homogène. Ce qui ressemble, grosso modo, une fois qu'on a fini, on ressemble à une grave émulsion, ce qui nous permet, dans la suite, de pouvoir refaire un enduit bicouche et de repartir pour un revêtement qui est reparti pour une quinzaine d'années. Voilà. Ne t'en va pas, Bruno. On a deux questions. Deux questions. Première question d'un autre conseiller départemental, c'est de savoir, lors d'un entretien en béton bitumineux à l'émulsion, combien de temps laissez-vous fermer la route départementale avant remise sous circulation? On remet sous circulation le jour même. En fait, les produits, une fois compactés, peuvent accueillir le trafic. La seule difficulté, c'est que si on a on va dire des sorties de champ ou des croisements, là on a des difficultés parce qu'au jeune âge, le BBE n'a pas fait sa prise, mais par contre sur une section courante, on peut ouvrir tout de suite. En fait. Une question sur tu as parlé de voile de scellement. Oui. Et une participante voulait savoir si on mettait des gravillons par-dessus ou pas, ou c'était juste un enduit de scellement sans rien dessus. Quoi. Oui, alors c'est une émulsion avec des gravillons par-dessus. C'est comme un monocouche, mais avec un dosage très faible, autour de 1 kg, 1 kg. Un peu comme un cloutage, pour que ça tienne sur la... C'est comme un cloutage, quoi, à peu près. C'est comme un cloutage, effectivement. Le dosage, je ne sais pas trop, ça ne doit pas être très violent. On est autour d'1 kg. Okay. Voilà, bon, c'était les questions pour toi. Donc, j'ai d'autres questions pour Abdeltif, et même pour toi aussi. C'est de couche d'accrochage sous le traitement, sous le retraitement en place. Y a-t-il besoin d'une couche d'accrochage? Je dirais oui, mais je ne sais pas. Toutes les machines ne sont pas équipées pour appliquer une couche d'accrochage sous le retraitement. Donc, si je dis que c'est bien, ça veut dire que ça exclut toutes les autres. Bon, disons que ce n'est pas toujours nécessaire. Très bien. Il y a une question aussi sur le retraitement à la mousse et le retraitement à l'émulsion. Quelles sont les différences? J'ai un souvenir des États-Unis où ils s'apercevaient que la mousse n'enrobait pas complètement les matériaux. C'était la seule différence. Et par contre, la mousse de bitume a peut-être une portance immédiate plus importante, mais dans le temps, ça redevient pareil. Voilà. Il y a eu beaucoup de questions sur les AE. Bon, il y a une question donc toujours sur les sur le HCT là, donc Christine Leroy donc de Route de France a répondu à cette question, c'est que les 300 donc c'est pas un problème pour le retraitement en place. Il faut donc toujours regarder les 500 mg de HAP. Donc on a dit HAP 500, ça c'est bon. Après le seuil, ça c'est bien. C'est clair. Alors, quelles sont les caractéristiques pour une émulsion régénérante? En principe, c'est pour essayer de compenser la dureté du bitume initial, c'est ça, Alain? On n'a pas de notion de remobilisation du liant dans la technique à froid, donc le côté régénérant, pour moi, en termes de technique à froid, il n'est pas aussi prépondérant que pour certaines techniques à chaud. C'est vraiment une notion de mélange de l'émulsion apportée avec le bitume résiduel, mais il n'y a pas vraiment de notion de remobilisation du bitume, de l'ancien bitume, ou vraiment de façon très superficielle. Donc, dans certaines techniques, effectivement, il peut y avoir des régénérants, en tout cas des produits qui permettent de remobiliser un peu plus, des huiles qui permettent de remobiliser un peu plus le
bitume vieilli de l'agrégat enrobé, mais c'est pas forcément généralisable. Ok. Autour de durée de vie des chaussées en pull-down par rapport à ces techniques. Alors, c'est pour Bruno, là, quelle est la durée de vie estimée entre gravémulsion, retraitement en place par rapport à des techniques traditionnelles comparables? On est à peu près sur les mêmes durées. Retraitement en place, on a des durées qui sont très très longues en fait, puisque ça, vraiment on est venu de travailler la structure. On est sur alors suivant les trafics bien sûr, on va dire qu'on est entre 10 et 15 ans sur ces techniques-là. Et sur les BBE, on va se retrouver entre 8 et 12 ans suivant l'altitude. En fait, l'altitude joue beaucoup pour nous et le raclage avec les lames de chasse-neige. Il y a eu une question également sur le déneigement. Donc, ce sont quand même des techniques qui sont utilisées dans des zones montagneuses avec de la neige quand il y en a. Quoi. Oui, on a de la neige, oui. Je me rappelle, il y avait un chantier qui avait été réalisé en Haute-Loire en gravémulsion, qui avait subi un hiver assez important. Et c'est vrai que le comportement d'almulsion, c'est aussi l'intérêt des deux thèses dont a parlé Alain. C'est également pour essayer de montrer ce caractère de ce produit qui évolue, mais qui est quand même très intéressant dans le long terme. Ouais. Sélectionner une question. Il y a beaucoup de questions, donc on vous remercie. On va essayer de... On fera donc ceux à qui on n'a pas répondu, je m'en excuse, mais j'espère que tout s'est bien passé. Je tiens à remercier donc les différents orateurs. Et je remercie aussi Patrick Poru qui est à côté de moi, qui est occupé de toute l'organisation, et Monsieur Didier Collin. Alors sachez que donc, les webinaires 1 et 2 sont déjà sur YouTube. On va réaliser donc toutes les présentations seront sur le site et de l'IDRIM et de Route de France, donc pas demain matin, mais dans un avenir proche, afin que vous puissiez avoir l'ensemble des présentations qui ont été faites. Et bien sûr, le but pour nous, c'est d'augmenter bien évidemment l'entretien préventif des chaussées. Je tiens à vous remercier tous et toutes, et je laisse la parole à Didier Collin pour clôturer ce cycle de 3 webinaires, à la fois donc l'IDRIM, présenté par Didier Collin, et François Chédian, moi-même, qui représente donc Sferb et Route de France. Merci à tous, merci à Bruno, Julien, Alain et Abdeltif. Merci beaucoup François. Juste 2 mots là d'abord pour remercier les organisateurs de cette série de webinaires, hein, donc la Sferb, Route de France et puis bien évidemment l'équipe de l'IDRIM qui a monté tout ça. Remercier vraiment l'ensemble des spécialistes qui sont intervenus sur ces 3 webinaires parce que moi j'ai pas pu suivre le premier mais j'ai suivi le deuxième et le troisième. C'était, enfin, pour le peu que j'en comprends, parce que moi je suis loin d'être un spécialiste, c'était vraiment très intéressant de très haut niveau et on voit bien que les questions qui ont été posées montrent que le sujet intéressait les gens. On a eu, je crois, au moins entre 200 et 250 participants à chacun des 3 webinaires, donc j'imagine qu'on a touché peut-être 300 ou 350 personnes en tout, parce que c'est pas forcément les mêmes, donc on est vraiment très heureux d'avoir pu organiser ça, co-organiser ça et donc vous aider à avancer sur la réflexion sur les enduits. Manifestement, comme c'est un succès, on va continuer à mettre en place ce type d'échange sur différentes thématiques. Et donc, merci vraiment à tous les participants d'avoir suivi ces webinaires. Comme l'a dit François, l'ensemble les enregistrements et puis les supports seront disponibles. Les questions qui n'ont pas été répondues auront aussi des réponses. J'imagine qu'on va faire aussi une petite enquête de satisfaction parce que c'était quand même pour nous le premier webinaire à cette échelle-là qu'on organisait, donc il y a certainement eu quelques petits loupés, mais j'ai l'impression que sur le plan de la technique, ça s'est plutôt bien passé et que tout le monde a pu suivre. Alors, parfois, on a vu que certains avaient des configurations informatiques au bureau qui les empêchaient de se connecter, donc il y aura le replay qui permettra de retrouver. En tous les cas, vraiment merci à tous, aussi bien côté organisation, intervenants que participants, pour avoir suivi ce cycle. Et puis, on se donne rendez-vous dans quelques semaines ou dans quelques mois sur d'autres thématiques. Et bonne fin de journée et bon week-end qui approche. Merci Didier. À bientôt.